Latte. Christophe Ondelatte. L'histoire d'aujourd'hui est absolument unique et elle vient toucher une peur qui sans doute a traversé la tête de toutes les mamans à la maternité, pourvu qu'on n'ait pas échangé mon bébé contre un autre. C'est l'histoire en vérité du film La vie est un long fleuve tranquille, mais en vrai. Et vous la connaissez peut-être d'ailleurs cette histoire un peu puisqu'elle a été adaptée dans un téléfilm pour TF1. C'est votre histoire, Sophie Serrano, bonjour. Bonjour. Tiré de votre livre « Ils ont échangé mon enfant » paru aux éditions City. Quand votre fille Manon donc a 10 ans, vous vous apercevez qu'elle n'est pas votre enfant biologique et que votre fille à vous, biologique, a grandi dans une autre famille. Elles ont été échangées à la maternité. Ce fut très douloureux, ce fut un long combat pour faire reconnaître sa faute à la clinique où votre fille est née. Mais c'est une histoire qui finalement se termine assez bien. Je le dis pour rassurer les gens qui vont écouter l'histoire qui semble très douloureuse d'un bout à l'autre. La voici, cette histoire, votre histoire. Je l'ai écrite avec Christophe Dumazère, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au départ, c'est une histoire très ordinaire. Un papa et une maman qui s'apprêtent à mettre au monde leur premier enfant dans une clinique de Cannes. Le papa s'appelle Davy, la maman Sophie, elle a 18 ans. On est dans la dernière ligne droite de l'accouchement. Les contractions deviennent de plus en plus intenses. La sage-femme vient de placer Sophie sous monitoring. Bien. Pour l'instant, votre col est ouvert de 3 cm. C'est pas assez, hein. Faut encore patienter. À tout à l'heure. Davy et Sophie restent donc en tête-à-tête, en amoureux. Bon, je crois qu'on y est. On va vous transférer en salle d'accouchement. Péridurale, poussez, poussez, poussez et... C'est une petite fille, et elle a déjà un prénom, Manon. C'est Davy, le papa, qui coupe le cordon. Ils sont heureux. Retour dans la chambre avec Manon, et la petite inquiétude. Pourquoi elle a le visage de cette couleur ? Oh, c'est rien, c'est ce qu'on appelle un ictère. C'est une jaunisse, si vous préférez. C'est assez courant, hein. Rien de grave. On va la placer sous des lampes, l'exposer à des rayons, et vous verrez, ça va aller. Bon. On se sent un peu dépossédé de son bébé quand il est sous la lampe à la nurserie. Mais si c'est pour son bien. Le jour de la sortie approche. Et on vient de ramener Manon dans la chambre après une séance de rayons. Et Sophie est un peu surprise. Elle trouve Manon différente du bébé qu'elle a laissé partir tout à l'heure. Elle a plus de cheveux, ses cheveux ont l'air plus longs. Ça se peut, ça, qu'un nourrisson change si vite ? Sophie, un peu gênée, appelle l'infirmière en se disant « Comment est-ce que je vais faire pour poser ce genre de questions sans paraître idiote ?» Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me demandais « Pourquoi mon bébé a plus de cheveux que ce matin ? Il n'y a rien d'anormal. Qu'est-ce que vous allez chercher ? Ce sont sans doute les rayons qui ont fait pousser les cheveux. Ça peut arriver. » Oh, Sophie se sent vraiment idiote d'avoir posé la question. Elle a raison, l'infirmière. Un bébé, ça change vite. Et puis arrive le jour de la sortie. Davy travaille et donc c'est la maman de Sophie qui vient les chercher toutes les deux. Elle se penche sur le berceau. Dis donc, Manon a bien changé. Et là, Sophie se dit « Ah, je suis pas folle !» Et voilà que sa mère ajoute « y a un problème, non ? On dirait qu'ils se sont trompés de bébé. » Et là, Sophie se dit que sa mère exagère. Alors elle lui donne les explications de l'infirmière, les rayons pour la jaunisse qui font pousser les cheveux. Et le trio grand-mère, mère, petite-fille quitte la clinique, rassuré. Et après, retour à la maison. Et toutes les joies d'un premier enfant. Vous savez, ce moment où même les pleurs la nuit sont vécus comme un bonheur. Et puis un déménagement pour que Manon ait sa chambre. Et puis, ça arrive. Le père
Davy, devient un peu distant, beaucoup de travail, une passion pour la moto. Sophie en vient à se demander si son couple va tenir. Les semaines passent, les mois, Manon grandit, elle a maintenant les cheveux bouclés, le teint mat, elle est magnifique. Mais les gens dans le village commencent à cancaner. Elle ressemble pas trop à son père, cette petite fille, non? Sophie finit par entendre cette rumeur. Ça la blesse. Mais elle sait que Manon est la fille de Davy. Elle en est sûre, puisqu'elle ne l'a jamais trompée. Jamais. Et parfois, ça la fait pleurer, Sophie. Tous ces cancans, là. Elle n'a pas fini de pleurer. À peu près au même moment, son entourage tente de lui faire passer un message. Davy, le père de Manon, aurait des maîtresses. Sophie est abasourdie. Encore une rumeur. Mais pourquoi est-ce que les gens nous veulent tant de mal? Et un jour, Davy lui-même évoque la rumeur. Comment t'as pu me faire ça, Sophie? Mais j'ai rien fait. Je t'ai pas trompé, Dany. Ah ouais? Alors pourquoi cette rumeur? Il y a un petit fond de vérité, non? Mais je sais pas, moi. Ce sont des jaloux. Ils nous veulent du mal. Sophie est perdue. Et ses copines qui maintiennent que c'est lui qui la trompe. Enfin, c'est un comble, Sophie. Il te reproche d'être infidèle, ce que tu n'es pas. Alors que lui... Quelque temps plus tard, Sophie finit par se rendre à l'évidence. Effectivement, Davy la trompe. Il passe son temps au téléphone avec une autre fille. Et un jour, elle affronte Davy. Et l'autre crache le morceau. Bah oui. Ouais, je te trompe. Et pas qu'avec une fille. Mais comment il a pu me faire ça? Comment il a pu nous faire ça? Sophie est sonnée. Et elle prend la décision de quitter Davy. C'est pas facile, il dit qu'il l'aime. Elle est tentée de lui pardonner, mais non. Elle prend Manon sous son bras et elle va s'installer chez une copine. Et dans le village, forcément, ça attise les rumeurs. Il l'a quittée parce que la petite n'est pas sa fille. Les gens sont redoutables. Le temps passe, et à peu près 1 an et demi plus tard, Sophie rencontre Joe. Je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, même si elle donne naissance à un deuxième enfant, Laura. Car Joe boit, et quand il a bu, il devient méchant. Et donc Sophie finit par le quitter, elle n'a pas de chance avec les mecs. Et comme les emmerdements volent en escadrille, sa maman tombe malade, un cancer, et elle en meurt. Chienne de vie. Sophie déménage, à nouveau, avec ses 2 petites filles, Manon et Laura, dans une jolie maison, dans un joli village. Et là, elle rencontre un nouveau garçon, Olivier, 17 ans. À ce moment-là, elle en a 27, 10 de plus. Mais ça ne l'empêche pas d'être mature, Olivier, et de s'occuper très bien des 2 petites filles. Et c'est donc avec Olivier qu'elle va affronter une épreuve terrible. Pendant toutes ces années, Davy, le père de Manon, s'est petit à petit désintéressé de sa fille. Au début, il la voyait un peu, et puis de moins en moins, et puis finalement plus du tout. Et un jour, début 2002, Manon a donc 7 ans et demi, Sophie reçoit une lettre du tribunal. Davy conteste sa paternité. Il exige un test ADN sur Manon. Elle l'appelle tout de suite. « Davy ? Je viens de recevoir ta demande de test ADN. Mais pourquoi tu fais ça? Écoute, si je suis pas le père de Manon, j'aurais plus à te payer de pension alimentaire, voilà tout. Sophie est abasourdie. Et en même temps, elle se dit qu'elle va pouvoir lui prouver qu'elle ne l'a pas trompé. Mais maintenant, il faut aussi expliquer ça à Manon. Manon qui demande déjà régulièrement « Pourquoi il veut pas me voir, mon papa ?» Et donc un jour, elle lui explique. C'est pas facile. Ma chérie,
Ton papa, il pense que t'es pas sa vraie fille. C'est pour ça qu'il s'occupe pas de toi. Mais il se trompe. T'es sa fille. Alors il demande une prise de sang pour savoir s'il est ton papa. Ben, c'est le moyen de lui prouver qu'il se trompe, non? Et puis j'espère qu'ensuite il s'occupera de toi. Waouh! C'est rude. Et le problème, c'est que ça ne va pas se faire tout de suite. Il va s'écouler 1 an et demi jusqu'à l'arrivée au printemps 2003 d'une convocation pour une prise de sang à l'hôpital de Nice. Et le jour J, Davy est là, dans la même pièce. Manon ne le reconnaît pas. Il est là parce que pour comparer, on va prendre l'ADN de tout le monde. Le père, la mère, l'enfant. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que nous aurons les résultats, je dirais d'ici 1 mois. 1 mois plus tard, Sophie reçoit une convocation pour une 2e prise de sang. Elle se demande pourquoi. Disons que vous avez un sang rare, hein, et les résultats doivent être envoyés à Paris. Bon, Sophie reste tout de même dans l'idée que tout ça, ça n'est pas clair. Et puis là-dessus, arrive un 3e enfant, un garçon, Michael, dont le papa est Olivier, bien sûr. Et le temps passe. Aucune nouvelle des tests ADN. 1 mois, 2 mois, 3 mois, Noël arrive, toujours rien. L'attente dure 1 an. 1 an d'angoisse, en vérité. Elle y pense tout le temps. Et en mai 2004, arrive une lettre de son avocate. Elle veut la voir. Elle a les résultats. Ouf! Elle ne dit rien à Manon, qui maintenant a presque 10 ans. Elle va au rendez-vous sans elle. Quand Sophie arrive chez son avocate, elle la trouve bizarre, tendue. « Bonjour. Asseyez-vous. »« Bien. Je ne vais pas tourner autour du pot. Davy n'est pas le père de Manon. »« Mais c'est pas possible !» Mais Sophie ne dit rien. « J'ai autre chose à vous dire. Vous n'êtes pas non plus sa mère. »« Pardon ? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire ? J'ai mal compris ?» Elle n'a pas mal compris. L'avocate continue de parler, mais elle n'entend plus rien. Elle est comme dans un halo de coton. C'est irréel, c'est un cauchemar. Et ça dure plusieurs minutes. Et après ça va vite, si Manon n'est pas ma fille. C'est que mon véritable enfant est quelque part. Et Manon, c'est qu'elle a d'autres parents. Ils vont vouloir la reprendre. Et là, quand son avocate le lui dit, Sophie repense à l'épisode des cheveux à la naissance. Et ça lui vient comme une évidence. On a échangé 2 bébés à la clinique. Mais comment est-ce que je peux retrouver ma fille, qui doit donc avoir, 10 ans maintenant? Je suggère de déposer une plainte pour substitution d'enfant, qui donc donnera lieu à une enquête pour découvrir comment une telle chose a pu arriver. D'accord. Je préfère vous prévenir. Ça va être compliqué. Et j'ai regardé, il n'y a pas de précédent, donc il n'y a pas de jurisprudence. Sophie met 3 semaines avant d'en parler à Manon. 10 ans. Vous vous rendez compte? Ma petite chérie, j'ai reçu les résultats des tests ADN. J'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer. Mais je veux que tu saches que je t'aime plus que tout. Et que quoi qu'il arrive, ça changera jamais. Les tests disent que ton papa n'est pas ton papa. Et que moi non plus, je suis pas ta vraie maman. Sophie prend Manon dans ses bras. Quand tu es née, ma chérie, à la clinique, on t'a échangé avec un autre bébé. Ça veut dire que j'ai d'autres parents? Ils vont vouloir me reprendre?
J'ai peur, maman. Je veux pas qu'on nous sépare. C'est toi, ma maman. Non. Tu entends bien. Rien, ni personne ne pourra nous séparer. Rien, ma chérie. Je serai toujours là pour te protéger. La vie n'était plus la même. Ce coup de bâton que je venais de recevoir m'avait complètement assommé. Je n'avais plus aucune motivation. Mon corps était là, mais mon esprit était ailleurs. Je ne voulais pas qu'on m'enlève Manon. Je l'avais bercée, nourrie, élevée, aimée comme ma fille. Mais il y avait cet enfant, inconnu, qui hantait mes pensées. Je voulais la connaître, je voulais la voir, la toucher, lui parler. J'étais persuadé qu'elle devait me ressembler. Sophie porte plainte. Elle y va seule, sans Manon. Et les gendarmes lui font raconter la clinique, les cheveux. Et elle en veut beaucoup à Davy, beaucoup. De ces tests, de ces foutus tests qui ont tout fichu par terre. Elle lui en veut, et quand elle se retrouve avec lui à la gendarmerie, elle le lui dit. Davy, tu es un monstre! Tu es un monstre! T'es inhumain, t'es égoïste, mais t'as pas honte de ce que tu viens de faire à une petite fille innocente? Mais comment t'oses te regarder dans une glace, Davy? Comment? Lui, il en conclut que ça n'est plus son affaire. Voilà. Et donc il ne paiera plus de pension alimentaire. Deux mois plus tard, coup de fil. Allô? Bonjour. Ici la gendarmerie de Cannes. Je vous contacte concernant l'affaire de votre fille. Nous avons peut-être retrouvé l'autre famille. Il n'y a rien de concret, hein? Mais disons que nous avons des suppositions assez fortes. Elle est contente. Objectivement, elle est contente. Mais quel saut dans l'inconnu. Et alors, on a des photos de votre petite fille. Vous pouvez venir les voir? Oui. Oui, bien sûr. Elle arrive à la gendarmerie de Cannes. Bonjour, madame. Je vous en prie, asseyez-vous. Et on lui tend une photo. Elle la regarde. Une petite fille, souriante, à la chevelure brune. Elle lui ressemble, beaucoup. Et elle ressemble aussi beaucoup à Davy. Ils se sont retrouvés. Comment se prénomme-t-elle? Elle s'appelle Mathilde. Et bien entendu, nous allons contacter l'autre famille. Et nous allons leur montrer une photo de Manon. Et leur demander de pratiquer des tests ADN. Quelque temps plus tard, Sophie est à nouveau à la gendarmerie. Et elle la voit, de loin. La mère biologique de Manon. Elle la voit, brune, les cheveux bruns, frisés. Mon Dieu que c'est troublant. Elle s'approche, l'autre l'aperçoit. Pas besoin de faire les présentations. Elles se tombent dans les bras l'une de l'autre, en larmes. Et elles s'échangent leur numéro de téléphone. Et là, elles se mettent à s'appeler, à parler, pendant des heures, à se raconter la vie de l'autre enfant. Là-dessus tombent les résultats des tests ADN. Ils sont bien les parents biologiques de Manon. Et ça aussi, il faut le dire à Manon, qui jusqu'ici les considérait comme des étrangers. Elle se sent en danger, la pauvre. Et Sophie fait tout ce qu'elle peut pour la rassurer. Tu sais, ma chérie, je pense que cette dame, elle pourra que t'aimer. Elle te fera pas souffrir, tu sais. C'est normal qu'elle t'aime. Moi aussi, tu sais, j'ai envie de la connaître, l'autre petite. C'est normal qu'elle ait envie de te connaître. Mais tu entends, rien ne nous séparera. Jamais. Un jour, au téléphone. Sophie? Vous voulez que je vous passe Mathilde? Elle est là,
à côté de moi. Sophie lui parle. Et à l'autre bout, Mathilde a l'air contente. Et maintenant, faut bien se voir. Un matin, Sophie et Manon prennent la voiture et elles arrivent chez les autres. Sophie entre et son regard tombe sur Mathilde, sa fille. C'est elle qui fait le premier pas, ses yeux pétillent. Elle est contente, la gamine. Sophie la prend dans ses bras, c'est une évidence. Elle l'aime. Et Manon est à côté, elle n'a pas bougé. Pas bougé. Avec ses parents biologiques, disons que c'est moins facile. C'est moins évident. Et après, ils vont tous s'asseoir dans le salon. Et ils se parlent. C'est surréaliste en vérité. C'est une scène surréaliste. Les parents se sont mis d'accord avant. On ne posera pas de questions directement à son enfant. On passe par les autres parents. Pour parler de l'enfance, de leur premier pas, des copines, Sophie ne pose pas directement de questions à Mathilde. Pour que les choses soient bien claires au fond. Manon restera avec Sophie et Mathilde avec ceux qui l'ont vu grandir. On ne touchera pas à ça. Ça n'empêchera pas de lui faire un cadeau à Noël. Et même d'aller passer des week-ends chez l'un, chez l'autre. Et même que Sophie apprenne à Mathilde à monter à cheval. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais Sophie ne vit pas de la Providence. Elle a un petit centre équestre. Et le plus miraculeux, c'est que les deux petites filles s'entendent bien. Elles jouent ensemble. Elles rigolent. C'est un miracle. Vous y croyez, au miracle? Au début, ça se passe bien. Mais assez vite, ça se gâte. Sophie le voit tout de suite. L'autre famille est en train de prendre ses distances. Et elle voit de moins en moins Mathilde. Et lentement, elle plonge dans ce qu'il faut bien appeler une dépression. Une énorme dépression. Dont la première conséquence est que son couple vole en éclats. Encore une fois, elle se sépare d'Olivier. Et selon la loi de l'emmerdement maximum, comme elle n'est pas bien, elle travaille moins. Et donc elle commence à avoir des problèmes d'argent. Elle doit quitter sa jolie maison, ses chevaux, pour un HLM en pleine montagne. À part ça, l'enquête avance, lentement. On commence à savoir ce qui s'est passé à la clinique. L'échange des bébés pourrait venir d'une auxiliaire de puériculture qui avait des problèmes, qui buvait. Interrogée par les gendarmes, elle leur a dit « Ah, mais considérant l'état dans lequel j'étais, oui, ça a très bien pu arriver. » Comme il n'y avait pas assez de lampes, elle a mis les deux bébés dans le même berceau, sans bracelet d'identité. À un moment, devant la lenteur de la justice et contre l'avis de son avocat, Sophie décide de médiatiser son histoire. Elle se sent abandonnée. Elle a besoin du soutien de l'opinion. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. L'incroyable histoire à Cannes d'une mère qui a finalement appris que son bébé avait été échangé à la maternité. Les faits remontent à 14 ans. Elle réclame réparation. Juillet 94, Sophie Serrano accouche pour la première fois à Cannes. Mais son bébé a la jaunisse. Pour être soigné, il est momentanément séparé de sa mère. Elle le récupère quelques jours plus tard. J'ai vu une différence. Elle avait plus de cheveux. Mais ça ne sert finalement à pas grand-chose. Et Sophie continue de s'enfoncer dans la dépression. Et elle finit par échouer dans une clinique psychiatrique. Heureusement qu'elle a trouvé un bon copain pour s'occuper des enfants. Et Manon? Manon grandit avec ses tourments. C'est pas facile. Elle devient agressive au collège. Mais heureusement, elle parle. Elle parle de tout, toutes les deux. La relation mère-fille est absolument intacte. Et là, je suis contraint de faire un saut dans le temps, un grand saut, parce que la justice n'avance pas au rythme des humains, ni de leurs états d'âme.
Le procès de cette affaire se tient en 2014. Vous vous rendez compte, Manon a 20 ans et cette histoire terrible lui est tombée dessus quand elle avait 8 ans. Et elle a dû attendre 12 longues années. Le procès se tient à huis clos. Une horde de journalistes attend à l'extérieur. Pour se défendre, Sophie a choisi maître Gilbert Collard. Et tant pis s'il est au Front National, au moins il se bat pour elle. Il réclame 12 millions d'euros de dommages et intérêts à la clinique. Et il faut encore attendre 2 mois pour connaître le jugement, par un coup de fil de Collard. Allô, Sophie? Nous avons gagné. Elle n'a pas obtenu 12 millions, bien sûr. Mais au total, pour les 2 familles, 1,8 million à se partager. Chère maman, je t'écris cette lettre pour te faire part de mon amour et de mon admiration. J'admire toute cette force que tu n'as cessé de montrer devant ce long combat. Toute ma vie, tu as toujours été là. Même quand le monde s'est écroulé, tu n'as rien changé à mon égard. Tu m'as aimé encore plus fort. On s'est battus toutes les deux. Tu as tout donné pour qu'on s'en sorte et que je sois plus forte. J'ai 21 ans. Grâce à toi, je suis une femme solide et souriante. Tu peux te reposer, maman, et penser à toi. Ta petite fille chérie a bien grandi. Ta fille, Manon. Post-scriptum. Je t'aime, maman. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Philippe, sociétaire pro et entrepreneur à Dijon, a dit: Quand on a créé notre entreprise, on avait la volonté d'avoir un assureur qui comprenne ce que l'on fait. Et on a trouvé avec la Massif et avec notre conseiller pro, quelqu'un qui a très vite compris ce dont on avait besoin. Aujourd'hui, on a la conviction qu'ils vont pouvoir nous accompagner longtemps. On a les mêmes convictions, Philippe. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà, c'est sur cette belle lettre de Manon qui conclut votre livre, Sophie Serrano, que se termine cette histoire. Comment vont les choses depuis la sortie du livre il y a 3 ans maintenant? Les choses vont quand même mieux. Au niveau des souffrances, quand même, on a passé des caps. Enfin, j'ai passé des caps, je vais parler pour moi. On a appris à avancer avec ça et c'est vrai que ça va mieux. Maintenant, c'est loin d'être terminé. On en a pour toute notre vie avec cette histoire et on va avoir encore des caps à passer. Oui, il y aura d'autres chapitres. Oui. Parce que, évidemment, on a envie de savoir où vous en êtes avec l'autre famille. On sent, en lisant votre livre, et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans cette histoire, que finalement, vous parlez assez peu de l'autre famille. Au bout d'un moment, elle disparaît de votre récit, et je l'ai fait disparaître aussi. Un peu comme si vous laissiez des portes ouvertes. Bah, bien sûr, on a peut-être tous la même histoire, mais dans l'histoire, on n'a pas tous la même histoire non plus, et puis on n'a pas les mêmes réactions. Donc, je témoigne pour moi, c'est pas que je les oublie, loin de là, c'est juste que je veux pas témoigner pour eux, ou parler pour eux, prendre le risque de dire des choses qui seraient pas ce qu'ils ressentent réellement eux. Mais ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, vous ne vous appelez plus? Non. Vous ne vous voyez plus? Non. Vous n'êtes pas vous-même tenté d'aller quelque part, essayer de croiser Mathilde, de la voir bouger? Non, parce que je respecte les souffrances de chacun. Et je pense que les choses doivent se faire naturellement. Je pense que c'est le plus important. Forcer les choses, ça amène rien de bon. Donc la porte reste ouverte dans les deux sens, c'est-à-dire il existe encore une hypothèse où Manon retrouve ses parents biologiques un jour? Bien sûr. Pour écrire un bout d'histoire avec eux aussi? Je l'espère. Et il existe une hypothèse dans laquelle Mathilde vous retrouve et vous écrivez ensemble un autre bout de l'histoire. Ce serait le scénario idéal, la fin merveilleuse que je souhaite.
Maintenant, on verra bien. En fait, on est dans l'inconnu, comme depuis le début. On avance, nous, dans le noir avec cette histoire. Et on a été imposés les uns dans la vie des autres. On n'a pas demandé à se connaître, on n'a pas demandé à être amis ou à être de la même famille, entre guillemets. Donc, c'est compliqué. Peut-être que le temps, vraiment, nous aidera à un jour faire abstraction de plein de choses et pouvoir se retrouver dans la simplicité. Par respect pour eux, évidemment, vous ne dites pas grand-chose d'eux. Et d'ailleurs, vous ne faites vivre que la maman. C'est intéressant parce que il y a un papa, là, pour le coup, qui assume pleinement. Ce sont des gens qui sont du même milieu que vous? Oui, ils sont quand même du même milieu. Maintenant, il y a quand même une légère différence sociale, on va dire, parce que moi, je suis tombée quand même en vous avez bien HLM. dégringolé, vous. Oui, voilà, Ouais. je suis tombée en HLM, j'étais au RSA, j'étais seule avec 3 enfants, j'avais pas de pension alimentaire. Donc eux avaient quand même une vie de couple avec un mari qui travaille, ils ont construit leur maison, donc c'est pas un énorme écart, mais il y est quand même. C'est leur seule fille, Mathilde? Non, ils ont une petite fille après. La porte reste ouverte, mais est-ce que le contact est possible? Est-ce qu'ils savent où vous habitez? Est-ce qu'ils ont toujours votre numéro de portable? Est-ce que vous avez toujours le leur? La porte est ouverte, savoir où j'habite, peut-être qu'ils ne savent pas au jour d'aujourd'hui, mais bon, même si on n'a plus les numéros, il y a quand même les réseaux sociaux, donc se retrouver... Ils savent vous joindre. Oui, je pense, je pense. Si on reprend tout au début, évidemment, on s'interroge sur ce doute que vous avez, que votre maman a, en se penchant sur ce berceau et en voyant cet enfant que vous ne reconnaissez pas à son retour de la séance sous la lampe pour vaincre cette jaunisse. Alors là, il y a 2 hypothèses. Ou bien pendant 10 ans, vous n'y pensez plus du tout, ou bien au fond, vous n'avez fait que le refouler et de temps en temps, cette histoire pointe le bout de son nez. Ce doute revient. Où est la vérité, Sophie? Moi, je pense que c'est resté probablement en moi inconsciemment. Ouais. Je n'y ai jamais repensé. C'était probablement complètement masqué par l'amour que je porte à ma fille. Donc non, j'ai jamais repensé à cette histoire. Mais en revanche, ce qui est après... intéressant, c'est qu'au moment où on vous dit qu'il y a eu cet échange, vous dites, mais bon Dieu, les cheveux. C'est-à-dire que d'un coup, on dirait que c'est dans une case, là, prêt à sortir. C'est ça. Je pense que ça a toujours été. Ce souvenir, je l'ai jamais oublié. Donc, bien entendu que quand on m'a annoncé cette nouvelle, ça m'a renvoyé directement à cette scène des cheveux à laquelle je me suis sentie ridicule et qui, au final, j'avais raison. Est-ce que vous savez si votre mère a conservé, elle aussi, un doute jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'elle est décédée au cours de cette histoire? Non, elle m'en a jamais reparlé. Non plus. Non, c'est sorti un peu comme ça, spontanément, on va dire. Et une fois que je lui ai retranscrit les dires de l'infirmière, on n'en a plus jamais parlé. Alors l'infirmière, justement, ce qui est très intéressant dans ce moment-là, c'est qu'on voit bien que puisqu'elle est infirmière, elle a autorité. Et au fond, elle pourrait vous dire n'importe quoi. Vous la croyez parce qu'elle est l'infirmière. Parce que j'ai 18 ans aussi. Ouais. Je suis toute jeune, je viens d'avoir un bébé, c'est mon premier enfant, je suis complètement fatiguée, perturbée, et puis on est vulnérable. Quand c'est le premier enfant, on ne sait pas du tout quoi faire. Donc on va complètement se soumettre à l'expérience des autres, de ma maman aussi, mais avant tout d'un personnel professionnel médical, enfin hospitalier ou clinique, enfin des médecins. Je me suis complètement... je me suis complètement laissée à eux, quoi. Oui, abandonnée, quoi. Oui, voilà, je leur ai fait confiance. J'étais. Même si on sent que c'est pas votre nature non, de s'abandonner. Non, c'est pas ma nature. L'histoire prouve que vous êtes plutôt une battante, une résistance. Oui, mais là, j'ai la responsabilité d'un petit bébé qui est si fragile et je suis désemparée face à ce bébé. Et en face, il y a une dame qui sait. Voilà, il y a une dame qui sait, et elle est dans le médical, c'est son métier, elle a appris. Elle en a vu défiler des dizaines, des centaines. Voilà, elle a vu des bébés toute sa carrière, donc moi, je peux pas lui tenir tête. Alors David, dans cette histoire, votre ex, votre premier grand amour avec lequel vous concevez ce premier bébé, il apparaît quand même comme le salon intégral. Vous assumez ça? Complètement, mais moi j'ai fait que dire la vérité, donc maintenant je pense qu'il est face à lui-même, simplement. Pas une seconde aujourd'hui, vous ne pouvez le comprendre. Non.
Même avec le recul, le jugement? Non. Il y a des choses que j'ai pu lui pardonner, bien entendu, à la limite, parce que pas pour moi. J'ai pu lui pardonner ses infidélités, juste pour pas rester dans un sentiment de colère, de haine ou de conflit avec lui. Mais ce qu'il a fait à Manon, après avoir appris ce qu'elle était en train d'apprendre elle-même et de vivre, pour moi, c'est inconcevable de venir lui rajouter un abandon. Les hommes sont lâches, en général. C'est pas ce que je pense, mais je pense qu'il y a des Vous femmes lâches. vous en avez vu passer Ouais, un certain nombre. je pense Il y en qu'il y a a un paquet des- qui ont été lâches. Oui. Mais je pense que c'est pas typique à l'homme. Je pense que c'est typique à l'humain. Enfin, voilà. On est lâche ou on l'est pas. Et ben, je suis tombée sur le plus lâche qui existe, je pense. Puisqu'on parle de Davy, l'histoire de ce test ADN, ça j'ai pas eu le temps de le raconter, est intéressante parce que ça n'est pas son initiative. C'est l'idée de sa compagne du moment. C'est intéressant parce qu'elle lui dit, si c'est ta fille, tu t'en occupes, si c'est pas ta fille, ok, tu t'en occupes plus. Mais tu peux pas avoir une fille et pas t'en occuper. C'est ça, parce qu'il venait d'avoir un enfant avec elle. Ouais. Donc, ils avaient un petit garçon et pour elle, si c'est sa fille, c'est sa petite sœur. Donc, c'est pas concevable qu'entre frères et sœurs, il n'ait pas de lien, de rapport. Donc, elle avait, oui, besoin de savoir. Et après, quand on a appris, elle s'en est voulu. Pourtant, on s'aimait pas, hein. Oui, je m'en doute. Mais là, elle s'en est voulu, elle s'est excusée. On a même bu un café ensemble dans le village, à la grande surprise de tous les villageois. Mais j'ai trouvé ça très touchant et Elle est plus très réglo que lui. humain. Voilà, très humain de sa part. Au-delà de tout ce qu'il pouvait y avoir autour de nous, elle a été objective et humaine et gentille avec Manon. Il y a un moment où vous lui dites à Davy, tu es un monstre d'avoir fait ça à Manon. Et là, on sent que, au fond, vous auriez préféré ne pas savoir. Elle est très compliquée, cette question. Bah À oui. chaque fois qu'on me la pose, elle est très, très compliquée. Bien entendu qu'au fond, j'aurais aimé pas savoir, parce qu'à partir du moment où c'est pas quelque chose, on se pose pas de questions. Mais quelque part, je saurais pas, j'aurais jamais rencontré Mathilde. Et voilà, c'est une question qui tiraille. Hein. Parce que vous dites c'est une histoire unique, vous le dites dès le début, et votre avocate vous dit qu'il n'y a pas de jurisprudence, le cas ne s'est jamais présenté. Mais enfin, compte tenu des probabilités, il est certain que d'autres couples ont vu leur enfant échanger à la naissance. Encore plus autrefois, où on ne mettait pas tous ces bracelets qu'on met aujourd'hui, qui sont absolument inamovibles et qui, d'une certaine manière, offrent une garantie. Et donc, il y a probablement des tas de parents, aujourd'hui, qui ont élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs. Je pense, je vois pas pourquoi ça n'arriverait qu'à moi. Bien entendu, je pense que ça arrive. C'est pour ça, d'ailleurs, pour moi, c'est important de témoigner. Mais aujourd'hui, vous préférez la vérité à un mensonge qui n'était pas un mensonge, qui était une ignorance. Disons que moi, j'aime la vérité. Oui. Mais maintenant, bien entendu que dans le fond, j'aurais peut-être préféré ne rien savoir parce que j'aurais pas vu ma fille souffrir, pas vu Mathilde souffrir, pas vu les autres parents souffrir, pas souffert moi-même. Donc bien sûr que dans l'idéal, peut-être il aurait mieux fallu qu'on le découvre jamais. Mais une fois qu'on le découvre, on peut plus dire « j'aurais aimé pas le savoir ». Je peux plus dire ça. C'est trop tard. C'est trop tard. À un moment, il faut donc dire les choses à Manon. Ça commence quand elle a 8 ans. Il faut lui expliquer pourquoi on va lui prélever du sang pour faire un test ADN. Et lui expliquer aussi que c'est à la demande de son papa qui veut savoir s'il est son vrai papa. J'ai vraiment repris vos mots tels qu'ils sont dans le livre. Je n'en ai pas rajouté un seul. Vous avez anticipé ça? Vous avez réfléchi à ça? C'est comment lui parler ou vous avez fait ça de manière intuitive? Je l'ai fait intuitif au moment de lui parler, bien sûr. Après, pendant les semaines, les longues semaines, j'y ai réfléchi jour et nuit, j'ai envie de dire. Toute seule? Oui. Oui, parce que... Il n'y avait personne pour... Non. Et puis, je vois pas qui aurait pu m'aider. Sauf Donc, votre mère, si elle avait été là, finalement. Exactement. Ouais. Exactement. Olivier, trop jeune. Trop jeune. Puis même, tout le monde est désemparé face à cette histoire. On sait pas quoi dire. Du coup, j'ai laissé faire mon cœur. Moi-même, avec ma propre expérience, j'ai souffert du mensonge dans mon enfance. Ça m'a rien apporté de bon. Et pour moi, le mensonge est exclu. Donc, j'ai voulu apporter
la vérité à ma fille avec des mots d'enfant depuis le début, c'est-à-dire pourquoi ton papa il vient pas. Elle savait tout. Pourquoi il veut faire un test? Voilà, parce qu'il avait des doutes et ainsi de suite. Tout ça avec des mots d'enfant pour qu'elle comprenne dans la simplicité. Et puis après, elle attend une réponse. Elle a eu des prises de sang. Donc elle attend qu'on lui dise oui, c'est mon papa, mais il va venir maintenant s'occuper de moi. La première fois, donc quand il s'agit de faire ce test, vous pouvez lui mentir. Vous pouvez prétexter que la prise de sang, c'est pour un problème de santé ou c'est pour un contrôle de Je routine. n'y arrive pas. Ça m'est impossible. Ouais. Je peux pas être en face de mon enfant, même de qui que ce soit, et aller mentir. Je pense pas être crédible de toute manière. Donc, non, je pense que la vérité fait beaucoup plus de bien que le mensonge, même si sur le coup, elle est peut-être difficile à encaisser. Elle va s'arrêter là. Que le mensonge, il peut détruire des vies jusqu'à la fin. Mmh. C'est mon opinion. Parce qu'il y a une deuxième porte de sortie de cette histoire, c'est qu'au moment où votre avocate vous dit que les tests révèlent que vous n'êtes ni le papa ni la maman biologique de Manon, vous n'êtes pas tenu de porter plainte. Si à ce moment-là, dévie à sa réponse, il n'est pas le père biologique, il se casse, il paye plus sa pension alimentaire, vous pouvez dans un pacte avec votre avocate dire on arrête là. Ça reste entre vous et moi. Ça, c'est pas possible. Parce que vous voulez réparation. Non, parce que j'ai mis au monde un bébé et je sais pas où il est. D'un coup, on m'annonce que Manon n'est pas ma fille, mais il y a une autre petite fille qui est quelque part dans la nature. Elle est peut-être en danger, elle est peut-être malade, elle est peut-être maltraitée, elle est peut-être décédée. Enfin, c'est une torture psychologique. Une fois que je sais ça, ça sort plus de ma tête. Je comprends. Alors, ce que prouve votre histoire, c'est un vieux débat qui travaille l'humanité depuis longtemps, enfin depuis en tout cas qu'on sait ce qu'est la génétique. Mais qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce que c'est la génétique ou est-ce que c'est l'amour qu'on donne à un enfant? C'est une question qui se pose ici dans ce studio très régulièrement quand je raconte l'histoire d'un enfant né sous X, quand je raconte l'histoire d'un enfant adopté, quand je raconte tout un tas d'histoires qui sont liées comme ça à ses origines. En général, on conclut de toutes les histoires et de toutes ces interrogations que le plus important c'est l'amour, mais à condition de savoir d'où on vient, génétiquement. Est-ce que c'est votre conclusion? Non, moi enfin bien sûr, mais au-delà de ça, moi je pense que l'amour, il se construit. Il se fait dans ce qu'on partage, dans ce qu'on vit ensemble, dans le temps qu'on passe ensemble. Et je suis convaincue qu'on peut s'aimer très fort sans avoir aucun lien de sang. Et je suis aussi convaincue qu'on peut ne pas s'aimer si on a le même sang. Ça n'engage que moi. Mmh. Mais c'est mon opinion, donc... C'est-à-dire qu'une maman peut ne pas aimer son enfant. Je pense. Mais c'est bien de le dire, c'est vrai, bien sûr. Je pense que vraiment, moi, aujourd'hui, l'amour, il est dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, même si après on se voit plus pendant un certain temps. Il est construit, il est là, et c'est ça qui fait l'amour. C'est tout ce qu'on construit, tout ce qu'on partage, surtout. J'ai une dernière question à vous poser qui tient à la médiatisation. Vous avez donc décidé de médiatiser votre histoire à un point d'ailleurs, que vous le dites, à un moment c'est trop. C'est-à-dire que vous êtes trop interviewé, trop de chaînes de télé veulent raconter votre histoire, trop... Enfin voilà, vous êtes un peu dépassé au fond par tout ça. Est-ce que ça a été utile? Ou est-ce qu'au final du final, vous le regrettez un peu? Je le regrette pas du tout. Parce que vous regrettez pas en général, je crois, dans la vie. Non, je regrette rien. Je regrette pas du tout, au contraire, parce qu'à ce moment-là, ça m'a amené le soutien dont je manquais. J'étais complètement seule. D'ailleurs, quand j'ai appelé les médias au premier lieu, on m'a pas cru. Hein. On s'est dit, elle est cinglée, ouais. Oui, on m'a pas cru. Personne n'est venu, à part un média qui s'est dit on va voir au cas où. Et puis là, ils sont tombés des nues. Mais sur le coup, personne m'a cru. Et j'ai trouvé du soutien, j'ai trouvé de la compassion. Je me suis dit, quelque part, je suis pas folle. Ce que je vis, c'est terrible. Parce que quand on est seul ou des fois avec cet entourage qui nous comprend pas, eh ben c'est minimiser ce qu'on traverse. Et d'un coup, nous on se sent très mal et de l'autre côté, on nous dit que c'est rien. Et là, ça a remis un peu les choses à leur place. Et oui, ça m'a beaucoup aidée. En même temps, c'est important de dénoncer aussi, de le faire savoir. On est tous des parents. On est tous amenés à l'être, ou on a tous des parents et... Ça, c'est sûr. Et ben oui. Finalement, c'est la seule certitude. Et du coup, je trouve que c'est important de dénoncer et je le souhaite vraiment pas. Mais si un jour ça arrivait, il y aura des traces.
personne se retrouvera dans le noir comme moi j'ai pu l'être. Je le souhaite à personne, ça. Je conseille la lecture de votre livre qui est très touchant. Donc le livre est disponible en librairie aux éditions City. Il s'appelle « Ils ont échangé mon enfant » et il est signé par vous, Sophie Serrano. Merci beaucoup. Merci à vous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.